Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La pénurie d'essence gagne le Val d'Oise. Plusieurs dizaines de stations-service sont fermées faute de carburant et la grève des transporteurs pourrait s'intensifier. On fait le point sur la situation dans un instant. Le Vexin offre un terrain de jeu idéal pour apprendre à piloter un ULM. Plusieurs écoles de pilotage se sont installées dans l'ouest du département. Reportage en fin de journal. Les stations d'essence ferment leurs portes une à une dans le Val d'Oise. C'est une des conséquences de la grève des transporteurs de carburant. Et l'Île-de-France est particulièrement impactée par ce mouvement social. Le point dans le Val d'Oise avec ce reportage. Plus une goutte d'essence dans cette station-service de Cergy. Les pompes sont hors service. La raison, une grève des transporteurs de matières dangereuses initiée par la CGT. Les grévistes filtrent l'entrée du site de Gennevilliers depuis 3 jours pour réclamer un meilleur statut. Résultat, lorsque les pompes ne sont pas fermées, ce sont des files d'attente interminables qui s'allongent devant les stations-service, mettant les automobilistes dans l'embarras. Depuis 9 h, je cherche une pompe. Voilà, il est midi, c'est bien. J'ai perdu ma journée. C'est qu'on est souvent pris en otage malheureusement, mais ils ont trouvé la recette infaillible pour faire pression. On ne peut pas leur en vouloir. Maintenant, c'est prendre beaucoup de personnes en otage et mettre beaucoup de gens en difficulté pour des revendications qui leur sont propres. C'est ce qui est un petit peu dommage. Pour faire simple, j'ai décalé des rendez-vous et puis je vais perdre 2 heures, quoi. Ah bah j'ai paumé ma matinée, ma journée, j'ai tout paumé là. Tout. Donc non, vraiment, si je dois dire quelque chose, c'est inadmissible. Et ça ne devrait même pas exister les choses comme ça. En France, plus de 800 stations sont impactées par la pénurie. Sur le Val d'Oise, le site monessence.fr annonce une quarantaine de stations-service fermées ce mercredi. La grève des transporteurs pourrait s'intensifier dans les jours à venir. Pour l'instant, aucune discussion n'a eu lieu entre la CGT et les organisations patronales. En bref, l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme de Gonesse vient d'être lancée. Au cœur de cette consultation, le triangle de Gonesse et le complexe géant de loisirs Europa City, prévu à l'horizon 2024. Les habitants ont jusqu'au 30 juin pour donner leur avis dans leur mairie. Allez, une page loisirs maintenant. Vous rêvez de piloter sans vous ruiner, l'ULM est fait pour vous. Pour apprendre à voler, le Vexin français offre un terrain de jeu idéal. Des écoles de pilotage s'y sont installées. Philippe Pémal a rencontré l'une d'entre elles. Ça ressemble à un avion et pourtant ce n'en est pas un. Officiellement, c'est un ULM, un ultra léger motorisé. Cette nouvelle classe d'engins volants regroupe plusieurs types d'aéronefs qui vont du paramoteur au dirigeable, en passant par ces modèles, les multi-axes. Un ULM, en fait, c'est un avion qui est un petit peu plus léger. On est au maximum à 472,5 kg quand on a un parachute de secours, c'est le cas pour cet appareil-là. On doit avoir une vitesse maximum de sustentation de 65 km/h et on est limité à 2 places. En gros, c'est à peu près ça, les différences. Autre différence de poids avec l'avion, le prix. Un ULM d'occasion en bon état coûte entre 9 et 10 000 euros. Un appareil neuf, bien plus cher. Un ULM comme celui-là, par exemple, le prix d'achat, c'est à peu près 55 000 euros, avec différentes options. Alors qu'un avion à 55 000 euros, moi, j'en connais pas. Ensuite, l'heure de vol, elle est moins chère en ULM, parce que déjà, on consomme beaucoup moins. On consomme 15 litres à l'heure avec des appareils comme ça. En avion, c'est plutôt aux alentours de entre 20 et 30 litres sans problème, quoi. Des appareils équivalents, à performance à peu près équivalente, quoi. Pierre-Jean Ottonelli est pilote d'ULM et formateur. Il emmène ses élèves au-dessus de l'un des plus beaux paysages de l'Île-de-France, le Vexin français. Sous ses ailes, la Seine, le château de La Roche-Guyon ou les jardins de Villarceau. Pour Pierre-Jean, voler est avant tout un plaisir. Le plaisir, c'est voler, c'est piloter, pouvoir se déplacer sans risquer d'être pris par un radar, par exemple. Non, honnêtement, c'est vraiment une impression de liberté. Ouais, je crois que c'est ça en premier. On est vraiment libre. On voit les choses de haut, au sens propre comme au sens figuré.
Cette liberté a un coût, 75 € pour un baptême de l'air. Quant au brevet de pilote ULM, il s'obtient après plus d'une vingtaine d'heures de vol et vous coûtera dans les 2000 €. Un prix raisonnable pour les élèves de Pierre-Jean Ottonelli qui viennent avant tout vivre leur rêve de voler. Et un rêve, ça n'a pas de prix. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La pénurie d'essence gagne le Val d'Oise. Plusieurs dizaines de stations-service sont fermées, faute de carburant. Et la grève des transporteurs pourrait s'intensifier. Ce mercredi, une quarantaine de stations étaient fermées dans le Val d'Oise. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. Situé sur une butte surplombant la plaine de France, le château d'Écouen est considéré comme l'un des joyaux de l'architecture de la Renaissance. Et pour le visiter, pas besoin d'aller sur les bords de la Loire, car il se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris. Construit entre 1538 et 1555, il sera la propriété de l'un des personnages les plus puissants et les plus riches du XVIe siècle, Anne de Montmorency. Connétable de France, chef des armées de François Ier puis de Henri II, Anne de Montmorency va posséder jusqu'à 130 châteaux et 600 domaines. Inspiré par les palais italiens, il va mettre son immense fortune au service de son château. Le château d'Écouen, à l'origine, était un tout petit peu différent, puisque vous devez penser qu'au sol, il y avait une cour pavée de marbre noir et blanc. Les fenêtres n'étaient pas les vitres que vous voyez aujourd'hui, mais c'était des vitraux. Et vous aviez de ce côté-ci, qui correspond à l'aile est, un étage supplémentaire qui sera détruit au XVIIIe siècle. Abandonné par la famille des Condé qui ne s'en occupe guère, le château devient en 1805, sur ordre de Napoléon, une maison d'éducation pour les filles de la Légion d'honneur qui l'occuperont jusqu'en 1962. Il est alors cédé au ministère de la Culture qui le transforme en musée de la Renaissance. Après de gros travaux, le musée ouvre en 1977. Il contient de nombreux joyaux de cette période, comme cette nef dite de Charles Quint. Il n'en existe que 3 exemplaires, dont une exposée au British Museum. Cet objet est en fait un objet qui a été fait pour être offert en cadeau diplomatique. Le but, c'était de montrer à quel point les orfèvres européens étaient capables de faire des choses extraordinaires. Celle-ci a été fabriquée en Allemagne. C'est une nef dont les personnages sont en fait des automates. Elle donne l'heure, elle fait de la musique, elle avance et elle tire au canon. Seul musée entièrement consacré à la Renaissance, le château d'Écouen rassemble des collections d'objets qui permettent de retracer l'histoire de l'art pendant cette période exceptionnelle. Tous les domaines artistiques de cette époque y sont représentés. On y trouve du mobilier, de la faïence, des pièces d'orfèvrerie, des tapisseries, le tout dans un état de conservation remarquable. On est ici devant la fameuse Daphné, qui est, vous le savez, un petit peu la mascotte du château d'Écouen. Cette Daphné est en argent, doré, et vous remarquez que vous avez au-dessus des branches de corail. Le musée recèle d'autres trésors exceptionnels de la Renaissance. Plus d'une trentaine de salles d'exposition vous attendent. Un lieu de balade idéal pour découvrir toutes les richesses de l'une des périodes les plus créatrices de notre histoire, la Renaissance. Ford Mustang, Excalibur, ces voitures américaines font toutes rêver. Un rêve désormais accessible. Ici, à Daumont, on peut les acheter. Une centaine de voitures de collection sont exposées, toutes importées des États-Unis. Voitures d'avant-guerre ou corvettes des années 60, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Autrefois réservé aux collectionneurs fortunés, le marché de la voiture de collection s'ouvre au plus grand nombre. Aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter une voiture américaine dans un budget qui peut commencer à 8 ou 10 000 euros. On peut avoir une voiture américaine jusqu'à des budgets. Une Packard V12 comme ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. On a quelquefois des voitures à 8 ou 10 000 euros. L'important, c'est la passion, ce n'est pas le prix du véhicule, hein. Le client qui vient s'acheter un coupé Mustang à 17 ou 18 000 euros, il est passionné par ce qu'il fait, il est passionné par sa voiture. C'est un achat passion, ce n'est pas un achat raison, ce n'est pas un achat besoin. Ces belles américaines ont besoin d'être entretenues. La plupart des acheteurs le font eux-mêmes. Pour les autres, il y a ce garage. Benjamin y travaille, il possède également une Mustang. Mécano et propriétaire, il est bien placé pour parler budget. Ces voitures-là, qui ont toutes plus de 30 ans, sont qualifiées comme voitures de collection. Les assurances ne sont pas chères. La carte grise est élevée mais divisée par 2, puisque véhicule de plus de 10 ans. On a la consommation, bien sûr, qui est assez élevée, car on est en moyenne, comme on l'a dit tout à l'heure, à 15-20 litres. Sinon, au niveau des pièces, on trouve facilement les pièces d'énormément de voitures américaines. On trouve très facilement les pièces, et les pièces sont à des prix très abordables. Acheter une voiture de collection est aussi un investissement sur l'avenir. Ces voitures se revendent très bien, souvent plus cher qu'à l'achat. Certaines sont inestimables, comme cette Hudson de 1929. Il n'en reste que 3 dans le monde, une voiture surpuissante pour l'époque. Celui-là, ça fait 57 chevaux fiscaux. Ça fait un petit peu mal la carte grise. Et ça consomme entre 35 et 40 litres à 100. Un véhicule comme ça, il y avait des options de fou. C'est un véhicule que le moteur et les pare-chocs, ça coûtait plus cher que le véhicule complet. Le garage n'est pas réservé qu'aux clients de ces belles américaines. On y vient aussi juste pour le plaisir, rêver ou admirer des voitures d'exception d'un autre siècle, des vestiges d'une époque révolue où les voitures avaient encore une âme. Le hérisson, comme chez lui, dans la ville de Saint-Prix, la ville très investie dans l'écologie s'engage pour cette espèce protégée, victime de prédateurs et du trafic routier. En Europe, on estimerait le nombre de morts sur la route à 700 000 par an. Depuis un an, les Saint-Priciens et habitants des alentours sont priés de ramener les hérissons trouvés mal en point pour qu'ils soient pris en charge. Les habitants qui ramassent des hérissons accidentés ou bourrés de tiques nous appellent. Et nous les dirigeons justement vers Fonalfort, qui les soigne. Après, donc ils sont soignés pendant 3 semaines, 1 mois. Une fois remis sur pied, c'est ici qu'ils reviennent. Sur ce terrain municipal, 3 enclos ont été installés. Pendant quelques semaines, des bénévoles prendront le relais pour assurer une remise en liberté progressive, comme Carole, sensible à la cause animale, qui vient tous les jours. On vient le matin, donc à tour de rôle. On est chargé de voir si tout va bien, s'ils mangent bien. Donc on aura une pesée quotidienne. Et puis voilà, donc ça va durer à peu près une quinzaine de jours. Après, on va les relâcher, vraiment voir comment ils se débrouillent tout seuls. Jusqu'au jour où malheureusement on ne les verra plus, signe que pour eux tout va bien. Aujourd'hui, ils sont 3 à se partager cet enclos. Depuis un an, l'initiative a permis de relâcher 16 hérissons dans la nature.